Alors donc on se retrouve pour notre dernière séquence intitulée Numérique, un outil à réguler. Alors pour aborder ce très vaste sujet, j'ai la très grande chance d'avoir à nos côtés Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie HDR et co-responsable du DU cyberpsychologie, et Caroline Span, co-directrice de la MEDNUM, la coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique. Est-ce que j'ai... C'est tout bon. Bon, c'est parfait. Alors, nous avons pu constater dans ce dernier reportage que les craintes autour du numérique étaient nombreuses, elles étaient variées, même protection des données personnelles, de la vie privée, problème de la formation. Est-ce que ces craintes, Serge Tisseron, sont justifiées et plus globalement, quelles questions éthiques se posent avec l'essor du numérique? Oui, tout à fait. Elles sont tout à fait justifiées. Mais alors, vous avez remarqué qu'il y a aussi un message d'espoir. Beaucoup d'intervenants font appel à l'importance de l'éducation qui devrait même commencer dès le cours élémentaire sur ces questions. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que la question de ce qu'on appelle l'économie de l'attention n'est en fait pas évoquée. Pour moi, c'est vraiment le problème éthique fondamental. C'est-à-dire que vous savez que le numérique nous piège. Le numérique, l'intelligence artificielle est conçue aujourd'hui pour retenir sans arrêt notre attention, mais au dépens de notre capacité de concentration. Laquelle est la différence? La différence, c'est que quand on exerce sa capacité de concentration, on fait intervenir un certain nombre de fonctions mentales, qu'on appelle des fonctions exécutives, qui peuvent nous permettre de repérer les biais cognitifs. Vous savez, ces façons qu'on a de se tromper, par exemple, de donner raison à l'information qui nous paraît la plus familière, qu'on a entendue le plus souvent. Et à mon avis, tout le challenge aujourd'hui, tout le challenge éthique de l'intelligence artificielle, c'est justement de renverser la vapeur. C'est-à-dire qu'elle ne soit plus mise au service de ce qui nous trompe, mais qu'elle nous aide justement à repérer ce qui peut nous tromper. Donc le problème éthique est considérable et les entreprises qui tiennent aujourd'hui le numérique ne feront rien si elles ne sont pas obligées par le législateur. On voit la stratégie de manipulation qui peut être à l'œuvre. Oui, tout à fait. Caroline Span, quels seraient selon vous les grands domaines dans le domaine les grandes questions éthiques que pose cet essor du numérique? Je rejoins Serge Tisseron sur le fait qu'effectivement le numérique est une révolution, donc forcément ça crée des espoirs et puis des craintes. Pour moi, il y a trois aspects. C'est effectivement tout ce qui est protection des données personnelles. Après, il y a la sobriété aussi numérique. On voit bien que nos appareils utilisent beaucoup de minerais rares, donc ça, il faut en prendre conscience. Ça, on l'évoque assez peu. Voilà. La question aussi des clusters, c'est-à-dire que quand on échange des informations, ça fait marcher des machines et donc du coup ça use de l'énergie. Les data centers, qui stockent, c'est beaucoup d'énergie pour les faire fonctionner. Nos appareils, nos téléphones, il y a beaucoup de lithium dedans, donc c'est des mines qui sont exploitées. Donc ça c'est important effectivement de le souligner. Et puis le troisième, c'était le thème de votre première table ronde, mais vraiment l'inclusion numérique. On ne peut pas laisser au bord de l'autoroute numérique 13 millions de personnes et aussi 2,5 millions de TPE qui aujourd'hui ont vraiment des grandes difficultés avec ces outils-là. Donc voilà, il faut agir et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a à la fois les pouvoirs publics et les acteurs privés qui agissent de façon collective et concertée, et donc il faut agir encore plus fort et plus vite. D'accord, alors on va évidemment évoquer cette question de l'action. Vous avez souligné un certain nombre, et tous les deux souligné un certain nombre de questions éthiques qui sont posées, donc il y a une nécessité d'encadrer, de réguler. Alors moi je voudrais rebondir sur une réflexion que m'avait faite Valérie Peugeot, justement une des spécialistes de la question, et qui m'avait dit le numérique a toujours un coup d'avance en fait sur le droit, donc la règle a du mal à suivre les évolutions technologiques aussi rapides, donc il faut se servir aussi de l'éthique pour pouvoir nous guider au milieu de toutes ces évolutions. Est-ce que vous partagez cette vision-là? Oui, alors il faut bien comprendre que l'innovation technologique a toujours été en avance sur le droit qui la codifie, puisque par définition le législateur est mal placé pour anticiper l'évolution technologique. Et dans toute l'histoire des inventions, le droit ne vient que dans un second temps. La nouveauté avec le numérique, c'est
c'est que les changements sont très très rapides, c'est-à-dire que le législateur ne peut plus prendre son temps comme il l'a toujours fait, il faut aller très très vite, il faut courir derrière. Et cette régulation, elle est aujourd'hui perçue comme devant même inspirer la création technologique, c'est-à-dire aujourd'hui, le législateur s'aperçoit qu'il ne suffit plus qu'il court derrière, il faut même qu'il arrive à anticiper ce qu'on appelle l'éthique by design, c'est pas du design au sens du dessin, de l'apparence de l'objet, mais du design au sens de la conception de l'objet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les législateurs se posent la question de poser un certain nombre de principes de départ. Bon, par exemple, qu'aucune technologie ne se fasse jamais passer pour un humain et que, de manière à tromper l'interlocuteur, et à partir de là, tous les gens qui concevront de nouvelles technologies devraient se plier à ce principe. Donc, éthique by design, aujourd'hui, c'est une expression qu'on entend beaucoup, mais qui peine, hélas, à s'installer dans le paysage. D'accord, très bien. Caroline Spad, est-ce que justement, comment arriver à encadrer et à réguler un peu cette explosion en fait, du numérique et cette progression perpétuelle? Pour moi, en fait, quand on cherche à réguler, il faut tout le temps se demander pourquoi on veut réguler. Et c'est vrai, c'est un peu aussi revenir en fait à l'origine d'Internet. Ça devait être un réseau décentralisé qui donne du pouvoir aux individus. Alors c'est en partie vrai, mais aujourd'hui, on voit bien que ce pouvoir, il est capté par quelques très grandes entreprises et qu'elles ont en fait privatisées, et elles sont devenues complètement propriétaires de nos données. Et donc, il faut que la France, l'Europe, se pose aussi les questions sur quelles valeurs numériques on souhaite défendre et sur lesquelles on veut agir. Et aujourd'hui, je pense qu'on manque encore un peu de cette vision politique cohérente par rapport aux Américains ou à la Chine, qui, eux, imposent leur système et leur référentiel de valeurs. Et je pense que c'est vraiment là-dessus où on doit agir et se dire pourquoi pas aussi limiter l'exploitation commerciale des données. On voit bien qu'aujourd'hui, on dépossède les citoyens de leur pouvoir d'action et de aussi leur pouvoir politique. Ça pose la question de la souveraineté numérique. Exactement. Ah, tout à fait. Si je peux ajouter deux petites choses. Tout d'abord, on parle souvent des GAFAM. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les GAFAM, il n'y a pas Google, etc. Il y a des entreprises, notamment de jeux vidéo, qui sont d'origine française, bien installées sur le territoire français et qui utilisent des logiciels invitant les joueurs à rester toujours plus longtemps, à leur insu, bien sûr, à donner toujours plus de données personnelles et à payer toujours plus. Donc, commençons d'abord à faire le ménage chez nous avant de toujours brandir les GAFA, comme on entend parfois. Voilà. Et puis sinon, autour de la nécessité de cette régulation numérique, il y a vraiment l'importance qu'il y ait une décision européenne et c'est très compliqué avec l'Europe, voilà. Mais le RGPD, vous savez, le fameux règlement général de protection des données, est quelque chose quand même qui semble commencer à faire modèle pour d'autres pays. Bien sûr. Donc il y a bon espoir. D'accord, c'est un outil qui a valeur d'exemple, effectivement. C'est un outil qui a valeur d'exemple. Peut avoir été beaucoup moqué, il a valeur d'exemple. Tout à fait, très bien. Alors la montée en puissance de ces nouvelles technologies questionne évidemment les relations qu'on peut entretenir avec la machine. Et parfois, il est intéressant d'aller voir un petit peu au-delà de nos frontières comment se passent les choses. C'est ce voyage que je vous propose de faire aux côtés de Sandra Berthezen, professeure titulaire de la chaire de gestion des services de santé au Conservatoire national des arts et métiers, qui est avec nous en duplex. Sandra Berthezen, bonjour. Alors, votre micro peut-être n'est pas branché. Alors, je ne vous entends pas, en tout cas. Voilà, vous devriez m'entendre. Là, je vous entends parfaitement. Je suis rassuré. Alors, première question, Sandra Berthezen. Vous avez beaucoup étudié le modèle japonais. En quoi les rapports homme-machine sont-ils différents en Occident, puisqu'on va élargir à l'Occident, et le Japon? Alors, le cas particulier du Japon est quand même très différent de celui que nous connaissons dans notre pays. Il faut quand même garder en tête que le Japon vit une véritable crise démographique que l'on ne connaît pas chez nous. C'est le pays qui compte le plus de centenaires. C'est un pays où la natalité ne cesse de se réduire et la population vieillit extrêmement vite, ce qui pose des problèmes aussi en termes de salariés. On manque de main-d'œuvre pour assurer le travail, en particulier dans le secteur de la santé. Une analyse de l'OCDE a montré que
il manquerait environ 4 millions de soignants d'ici 2025. Donc, on a un déclin de la population qui est tel que se pose la question de comment prendre en charge des personnes plus fragiles, plus malades, plus dépendantes, avec un personnel qui est de moins en moins étoffé. Donc, on a les deux problématiques. Donc, du coup, face à cette problématique qui quand même n'est pas nouvelle, les gouvernements successifs depuis bien plus de 20 ans ont lancé des programmes de soutien au développement de l'industrie en matière de robotique, mais en matière de numérique beaucoup plus largement et qui prend différentes formes. Le soutien à la recherche et développement, l'encouragement au diagnostic par intelligence artificielle. Enfin, il y a des tas et des tas de programmes qui viennent soutenir le développement de cette industrie, en tout cas beaucoup plus fortement qu'on ne peut le connaître chez nous. Il y a aussi un élément clé qu'il faut garder à l'esprit pour nous, c'est que la culture même du Japon, lorsqu'on parle en particulier du Japon, se prête beaucoup plus favorablement, en tout cas, à la robotique, plus que chez nous, sans aucun doute. Alors, un chercheur du CNRS, Denis Peregalix, parlait de l'art du netsuke revisité. Je m'explique. Les netsuke, ce sont des petites figurines que l'on accroche au bi, à la ceinture du kimono. Et ces petites figurines existent depuis extrêmement longtemps et on les considère avec énormément d'attention, on y porte énormément d'intérêt. C'était le cas aussi des automates il y a déjà plusieurs siècles, qui étaient de véritables objets auxquels on prêtait énormément d'attention, au point qu'ils étaient extrêmement proches de la figure humaine, en tout cas beaucoup plus proches de ce que l'on connaissait à l'époque en Europe. Et on se rend compte que du coup, cette culture, elle existe tellement, elle est tellement ancrée, cette culture de la figurine et cette culture du numérique et de la robotique, dès un très jeune âge, les Japonais sont habitués à réaliser des robots, à participer à des compétitions de construction de robots pour porter les couleurs de son lycée, de son université, etc. Et ça va encore plus loin, puisque la culture shintoïste et bouddhique indique que les objets ont leur existence propre. On leur rend hommage dans les temples bouddhiques. Et c'est d'ailleurs dans cette logique qu'on a eu le premier service funéraire pour chiens robots en 2015, notamment. On peut se faire enterrer avec son fauteuil roulant, puisqu'il a permis à un proche de vivre mieux. Donc, du coup, on va lui rendre hommage. Il n'est que le prolongement de l'activité humaine. Et dans la tradition bouddhique, tous les êtres vivants sont des éléments naturels. Tous les objets possèdent la nature de Bouddha. Ils ont des sentiments humains. Très bien. Est-ce que, alors c'est passionnant ce que vous décrivez, ce que vous racontez. Est-ce qu'on peut envisager que dans quelques années, puisqu'on sait que la population française vieillit aussi et que le numérique connaît un essor aussi important, est-ce que ce modèle japonais, il est transposable en France ? Oui, alors ma langue a fourché, ils n'ont pas des sentiments humains, ils sont reliés les uns aux autres grâce à des sentiments humains, à ces objets. Alors évidemment, avec tout ce que je viens de signaler, vous pouvez bien vous douter de ma réponse naturellement. J'espère. Cette question-là n'est pas du tout transposable, d'autant plus que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais dans la tradition japonaise, on a la culture de la connaissance qui est développée tout à fait différemment chez nous. On n'envisage pas du tout la culture de la connaissance de la même manière. Donc ça aussi, c'est un des éléments qui nous éloigne du Japon, en tout cas de ce point de vue-là. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'ici comme là-bas, on a quand même intérêt à changer notre regard sur les pratiques professionnelles. Alors en particulier dans le secteur de la santé, bien sûr, puisque c'est de ça dont il s'agit ici. Mais globalement, mon propos rejoint complètement ce qui a été dit précédemment. Même si nous avons des cultures extrêmement éloignées, nous sommes quand même rapprochés par le fait que nous avons plutôt intérêt à valoriser ce que l'on appelle en gestion le capital immatériel, et en particulier le capital humain.
et le capital relationnel, le capital organisationnel, tout ce qui repose sur ce qui est particulièrement humain et qui ne peut pas être uniquement concentré sur l'activité liée à la machine. Et on peut l'envisager de différentes manières. Par exemple, valoriser, et dans notre secteur d'activité, ce n'est pas un vain mot, valoriser les connaissances tacites, toutes ces connaissances qui ne sont pas codifiables, ces connaissances qui valorisent les professionnels de la santé. La patience, l'empathie, la bienveillance que l'on peut avoir à l'égard d'un patient en fin de vie, jusqu'à preuve du contraire, une machine ne peut pas encore réaliser ce travail-là. En tout cas, voilà, pour une partie du travail soignant, c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Mais il n'y a pas que cela, évidemment. Pour les cadres et les dirigeants, on se rend compte que, compte tenu de l'avancée du numérique, on a plutôt intérêt à remettre en question complètement nos connaissances périodiquement, de manière à avoir une vision la plus systémique possible, systémique de notre environnement, pour adapter les soins et les accompagnements que l'on pourra développer dans un établissement ou dans un service. Là, c'est absolument indispensable, et la complexité de notre environnement nous le montre un peu plus chaque jour, n'est-ce pas ? Apprendre à maîtriser la machine tout en étant capable d'intervenir sur son fonctionnement. Il y a eu dans le micro-trottoir un témoignage qui effleurait cette question. On ne veut pas perdre le contrôle sur l'usage de la machine. Il est extrêmement important de savoir l'utiliser tout en étant capable d'intervenir, à analyser ses mouvements, intervenir pour modifier le choix, pour influencer le résultat, n'est-ce pas ? Il y a aussi le développement de compétences qui seraient impossibles d'automatiser parce que ça ne serait pas encore rentable. C'est ce que l'on fait quand on se concentre sur des activités de niche. D'ailleurs, c'est le cas au Japon avec Humanitude qui est vraiment très français comme technique, ou encore des techniques Montessori. Vous voyez, ce sont encore des compétences que les machines ne peuvent pas développer. Et enfin, d'accord, très bien. Invité à faire, ce serait que les professionnels participent très très en amont au développement des innovations en e-santé. C'est ce que l'on fait beaucoup aux États-Unis, c'est ce que l'on fait beaucoup au Japon. Malheureusement, c'est ce que l'on fait assez peu chez nous. Et ça relève de l'acculturation dont vous avez parlé précédemment. Très bien, je vous remercie beaucoup Sandra Berthesen pour cette belle intervention, un peu longue mais très passionnante. Merci beaucoup. Alors, oui, alors justement... Trois petites phrases rapides. Je vais bien sûr vous faire réagir. Pour ceux que ça intéresse, oui. Il existe 2 robots prêtres actuellement, enfin un robot prêtre et un robot divinité au Japon. Le robot prêtre, c'est des robots Pepper qui intervient pour les rites funéraires des humains, puisque c'est très répétitif. Et puis un robot humanoïde, d'apparence humanoïde, fait par Hiroshi Ishiguro, qui dans un temple est censé incarner une divinité. Voilà, on trouve ça sur Internet, vous tapez Hiroshi Ishiguro, divinité, temple bouddhiste, oui. La deuxième chose, c'est qu'en France aussi, on a un nombre de personnes âgées qui augmente beaucoup plus vite que le nombre de gens prêts à s'en occuper. Et tôt ou tard, il y aura une cassure, comme au Japon. Et puis, troisième chose, tout ce que dit madame, c'est bien pour notre âge ou pour le sien. Mais quand vous voyez un môme qui a 9 ans, 10 ans, 12 ans, qu'est-ce qu'il regarde? Des animés japonais. Et on sait bien que toute la culture de la robotique au Japon, elle a débuté avec un dessin animé qui s'appelle les Astro Boy. Et aujourd'hui, tous ces enfants qui ont 7, 8, 9, 10 ans et qui bouffent de l'animé, mais 7, 8 heures par jour, ils ont un rapport totalement différent à la robotique, qui est le rapport japonais. Donc je pense qu'inévitablement, on se japonisera, comme on s'est japonisé avec le téléphone mobile. Vous savez, tout le monde rigolait quand on voyait il y a 15 ans des vidéos du métro japonais où ils étaient tous sur leur smartphone, et on rigolait encore plus quand on les voyait tous avec un masque sur le nez. Bon, aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne font plus rire. Donc voilà, il faut tenir compte de cette japonisation des jeunes générations par le manga et par les animés qui occupent une très 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 grande place de leur culture aujourd'hui. D'accord, très bien. Caroline Span, est-ce que vous souhaitiez réagir à toutes ces premiers propos de Sandra Berthesen? Je découvre beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'il y avait robots prêtres ou des chiens robots, voilà, des services funéraires pour les chiens robots. Non, moi, ça me questionne, voilà, sur la place des robots, sur le fait qu'en fait, ils doivent être une aide ou potentiellement
en remplacement si un peu la manœuvre venait à manquer. Moi, ça m'interpellait aussi sur et en fait, ça faisait écho aussi au métier de la médiation numérique, où en fait, c'est vraiment des métiers qui sont à la croisée de la tech et du care, en fait, du soin à la personne, en fait, presque. Et effectivement, sur toutes les qualités que Sandra évoquait juste avant, où en fait, un médiateur numérique doit faire preuve d'écoute, d'empathie pour accompagner la personne vers la compréhension des outils numériques. Voilà, c'était un peu ce petit parallèle. Alors, moi, je suis bien d'accord avec vous, hein, j'ai écrit des bouquins sur l'empathie. Le problème, c'est qu'il faut voir sur quoi travaillent les chercheurs. Les chercheurs travaillent notamment sur le fait de pouvoir donner à des robots la capacité d'attention conjointe. L'attention conjointe, on sait que c'est ce qui est fondamental dans l'empathie. Si vous vous intéressez à quelque chose, vous regardez quelque chose, votre interlocuteur regarde du même côté. Eh bien, des robots qui, quand ils vous voient regarder quelque chose, regarderaient la chose et en tireraient une explication sur votre état mental qu'ils vous proposeraient. Eh bien, ce genre de choses, ça va complètement bouleverser le paysage de la robotique. Il faut comprendre que la robotique aujourd'hui, c'est comme les taxis de la Marne pour l'automobile et même peut-être même le fardier de Cugnou, hein, c'est-à-dire que c'est très très élémentaire. Or aujourd'hui, tous les travaux dans les labos ne visent pas à remplacer des humains par des robots, ça ils n'osent pas le dire, mais à faire en sorte que tous les services que peuvent rendre des humains, des robots puissent les remplir. Et donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, même mieux, il faudra être extrêmement vigilant. Parce que si vous voulez, on pose des garde-fous, on pose des principes éthiques, mais en même temps, on s'aperçoit qu'ils sont constamment grignotés regardez, il y a un principe base qui est combien de choses peut faire un robot, combien de choses peut faire un humain qu'un robot ne peut pas faire. Il y a quelques années, on était à 15, on est passé à 10, aujourd'hui on est passé à 3. C'est-à-dire que de toute façon, cet éventail se rétrécit. Donc il faut se préparer à vivre avec des robots. C'est pour ça que nous, à l'Institut pour l'étude des relations robots, ce qu'on met vraiment en importance fondamentale, c'est toujours savoir si on a affaire à un humain ou à un robot. Et ce qui est déjà, hélas, pas le cas, parce que quand on téléphone à sa banque, on ne sait jamais si on a un robot très sophistiqué qui nous répond ou si c'est un humain. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Alors justement, le numérique pose un certain nombre de questions aussi d'ordre démocratique, hein, on l'a évidemment effleuré. Et je voudrais qu'on écoute une contribution de François Pellegrini, qui est professeur d'informatique à l'Université de Bordeaux, qui a un point de vue sur le sujet. Donc on l'écoute et puis on en discute tranquillement. Il y a un grand sujet qui est celui des libertés fondamentales. Alors dans le cadre des libertés fondamentales, on peut penser à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. On voit qu'effectivement, le numérique a permis la concentration considérable de données dans des grands silos, et donc se posent des problématiques qu'on appelle informatique et liberté par rapport à la loi du même nom. Mais se posent aussi des problèmes plus profonds de liberté, comme la liberté de penser, parce qu'on voit que beaucoup de plateformes cherchent à retenir les personnes, mettent en œuvre des algorithmes de recommandation, et à partir de là, on enferme les gens dans des bulles de conformisme, et on a vu le rôle de ces bulles pour encourager un discours haineux, pour encourager un discours anti-scientifique, mais parce que c'est la logique sous-jacente de fournir aux personnes des contenus clivants qui vont les maintenir. Et donc c'est un vrai problème d'éducation et de maintien des libertés fondamentales en donnant aux personnes des espaces de liberté psychique. Alors Caroline Span, je vais commencer par vous. Comment retrouver notre liberté psychique et des espaces de liberté psychique? Oui, je voulais réagir effectivement aux propos de François. Je pense que les bulles, elles ont toujours existé. Généralement, voilà, on a des cercles d'amis qui nous ressemblent un peu, donc on peut aussi s'entretenir dans ce conformisme peut-être de pensée. Je pense juste que le numérique amplifie ça. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi aujourd'hui un danger pour la démocratie. On l'a vu aux États-Unis assez récemment. Pour moi, l'enjeu, c'est vraiment sur l'éducation, comprendre en fait comment justement ces plateformes fonctionnent. On parlait un peu des algorithmes, voilà, de comprendre qu'en fait, voilà, derrière, il y a une recommandation et c'est cette acquisition en fait d'une culture numérique qu'il faut que tout le monde ait dès que possible, à chaque fois. Mais effectivement, dès l'école, dès le plus jeune âge, et de comprendre voilà, qu'est-ce qui se passe derrière une machine, et pas forcément savoir le créer soi-même, mais en tout cas avoir cette culture générale et éviter voilà, d'être manipulé
on voit bien les fake news, les deepfakes vont arriver et 2022 est bientôt là, donc faisons attention. D'accord, très bien. Oui, alors, bien sûr, la liberté psychique, elle passe par la capacité que nous devrions avoir d'avoir une intelligibilité, de comprendre les algorithmes auxquels nous avons affaire. Donc, c'est très très important que le législateur oblige les fabricants d'algorithmes qui nous guident sur Internet à nous expliquer aussi comment ces algorithmes fonctionnent. Mais quand même, la première liberté psychique que nous pouvons retrouver par rapport au numérique, c'est de laisser le numérique de côté. C'est-à-dire, nous on prône toujours à l'association 36912 de ne jamais prendre des repas ensemble avec en écoutant son téléphone mobile s'il sonne, de ne jamais emmener son téléphone mobile la nuit dans sa chambre et dormir avec pour ne pas être tenté peut-être de surfer sur la toile ou de répondre à un appel. Donc cette liberté psychique, elle doit d'abord passer par l'exemple que les parents donnent de pouvoir se passer régulièrement quand on est ensemble des outils numériques. Et je voudrais dire encore qu'un des problèmes majeurs aujourd'hui qui mobilise la recherche aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la technoférence. Le mot est un peu effrayant, mais vous inquiétez pas, ça veut dire tout simplement le temps que les parents passent sur leur smartphone quand leur enfant est à côté d'eux. Et il a été montré que plus l'enfant est petit, plus c'est perturbant pour l'enfant. Et il est bien évident que les enfants qui grandissent avec un parent toujours sur son smartphone, ils voient le smartphone comme l'objet magique et ils n'ont qu'une idée, c'est de s'en emparer, de l'utiliser. Et ça donnera des enfants que les parents diront addicts, mais les parents l'auront été avant eux. Voilà, donc il faut apprendre à retrouver ses espaces psychiques en laissant son smartphone de côté, pendant les visios, ne pas consulter ses mails, mais peut-être faire autre chose, voilà, gribouiller, voilà, rêvasser si on n'a pas envie d'écouter tout ce qui se dit dans une visio, mais en tout cas éviter de remplacer une surcharge numérique à laquelle on veut éviter par une autre surcharge numérique, retrouver le temps de rêver, voilà, et c'est pas en faisant des séjours de rupture d'une semaine à la campagne qu'on y arrivera, parce que c'est en changeant nos habitudes au jour le jour. Ouais, et au long cours. Hein, et au long cours, avec une responsabilité considérable des parents pour introduire leurs enfants à un monde dans lequel il y a des moments avec le numérique et des moments sans le numérique, et des moments de numérique solitaire et des moments de numérique partagé, de jeux vidéo, de films, de séries qu'on regarde ensemble. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Caroline, Serge. Nous avons pu nous apercevoir donc, tout au long de cette émission des opportunités et des dangers du numérique, avec sans doute la nécessité d'éduquer, d'accompagner, de réguler. Je vous rappelle que le dernier cahier technique de l'UNIOPS consacre un chapitre entier à cette question du numérique. C'est un document que vous pouvez retrouver sur le site de l'UNIOPS. Je vous signale également que le CCH, dont est membre l'UNIOPS et le Crédit Coopératif, lance la deuxième édition de l'appel à projet handicap et numérique. Si vous êtes donc acteur du handicap et que vous avez un projet de transformation digitale pour votre organisation, n'hésitez pas donc à candidater du 1er au 30 avril en vous rendant sur le site internet du CCH. Je voudrais maintenant remercier tous les techniciens, les équipes de l'UNIOPS, des URIOPS, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine pour leur aide et leur soutien. Je salue également la participation de plus en plus active des spectateurs qui participent et posent de plus en plus de questions. Et je vous donne rendez-vous le 26 juin prochain pour évoquer avec vous la place de l'ESS dans la solidarité, une émission que nous organiserons avec les URIOPS Centre et Normandie. Merci encore pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.